Chères auditrices et auditeurs de Méridien Zéro, bonsoir. Alors, une méridienne, enfin. Ça fait 3 semaines qu'il n'y en a pas eu. Alors, pour des raisons, bon, je peux revenir très rapidement sur ça. Bon, vous savez, hein, cette radio existe depuis 7 ans et demi. Et c'est vrai que là, il y a un petit essoufflement, très clairement, au niveau de l'équipe. Ce qui explique le rythme un petit peu plus sporadique de cette émission du vendredi soir. Bon, ceci étant, le lieutenant continue de faire sa chronique en début de semaine. Camarade Olivier Tissier, lorsqu'il en a là aussi la possibilité, nous poste ses chroniques d'Outre-Rhin en semaine. Et puis, bon, il y a 2-3 petites choses quand même qui viennent s'ajouter. Mais il est vrai que là, le rythme de cet automne a été nettement moins régulier. Normalement, on reprend à partir de cette semaine quelque chose qui ressemble à ce qui doit être, c'est-à-dire une émission tous les vendredis soirs. Voilà. Ceci dit, n'hésitez pas, c'est vrai que cette émission et cette radio, elle n'existe que pour vous. Nous, on se fait plaisir, mais enfin, elle existe surtout pour vous. Et donc, si certains ou certaines se sentent des velléités de passer derrière le micro, contactez-nous. Voilà. Ce soir, je suis pour le coup justement tout seul, puisque mes camarades ont été bloqués pour des raisons diverses et variées. Camarade Wilsdorf, nous te saluons. Et je reçois David Lépée. Bonjour. David Lépée, donc, que vous connaissez, qui est déjà venu derrière le micro de Méridien Zéro, et qui par ailleurs écrit quand même beaucoup, en particulier pour nos camarades d'Éléments ou de Rébellion. Et donc, c'est à ce titre que nous le recevons, parce que nous allons parler ce soir des socialismes asiatiques, à l'occasion d'une petite brochure qui réunit un certain nombre de ces textes, donc, qui s'appelle Socialisme asiatique, au pluriel. L'Orient est-il tout le jour rouge? Alors, c'est vrai que la brochure est sortie dans un contexte, depuis maintenant quelques semaines, qui est quand même très particulier, depuis quelques mois même, avec cette crispation par rapport à la Corée du Nord, l'évolution continue de la Chine et continue et renouvelée avec ce congrès, je ne sais plus quel numéro c'était, du Parti communiste chinois, et du coup un intérêt aussi de certains dans nos milieux au sens très large, pour ce qui se passe là-bas. Bien sûr, je fais allusion ici au voyage d'Alain Soral en Corée du Nord et un certain nombre d'appels à soutenir le régime. Bon, nous ne serons pas du tout dans cette perspective-là ce soir, je le dis très clairement, et David aura l'occasion de le rappeler. Il ne s'agit pas pour nous de prendre parti pour l'un ou pour l'autre, même si globalement on a évidemment un point de vue, mais de revenir sur ces socialismes asiatiques qui sont des régimes politiques intéressants soulevés par eux-mêmes. Voilà. On peut revenir quand même sur la genèse de la brochure, David, parce que c'est vrai que des spécialistes du communisme asiatique, il y a pu y en avoir du point de vue historique. À une époque, c'est vrai qu'ils étaient généralement par atavisme politique. Je pense à des gens comme Lucien Bianco, par exemple, toute cette génération-là, qui étaient maoïstes et donc qui s'intéressaient à ce qui se passait là-bas. Toi, tu as une position qui est quand même un petit peu particulière, qui n'est pas évidemment celle-là. Oui, c'est vrai. Préalablement, je voudrais préciser pour compléter ce que tu disais sur l'esprit dans lequel on va parler des socialismes asiatiques, que ceux qui me lisent l'auront peut-être remarqué, je parle finalement dans tout ce que j'écris assez peu de géopolitique. Non pas parce que je ne m'intéresse pas au monde extérieur, mais parce que je suis très prudent par rapport à ça. On est à une époque où les gens dans l'opposition ou dans la résistance, dans la dissidence, appelez ça comme vous voulez, regardent beaucoup le monde qui les entoure. Nous sommes dans un monde mondialisé, c'est normal, beaucoup d'informations nous parviennent, et ont tendance à prendre parti de manière souvent manichéenne et surtout très rapide dans les cas de crise, de guerre et de révolution pour tel ou tel pays, tel ou tel régime. N'importe qui s'improvise, par exemple, spécialiste du monde arabe parce qu'il a vu 3 vidéos sur YouTube et nous dit avec beaucoup d'aplomb que Bachar el-Assad est un ogre sanguinaire, au contraire un héros. Je serais bien incapable de trancher entre ces deux options, par exemple, parce que ce sujet, je ne le connais pas, je n'ai jamais mis les pieds en Syrie, mais la plupart des gens qui s'expriment ainsi non plus, c'est bien ça le problème. Donc je pense qu'il faut rester très humble, parce que ce sont tout de même des graves crises historiques qui arrivent un peu partout dans le monde, dont certains en subissent personnellement le poids. Alors on pourrait dire que nous, on subit de manière indirecte le poids de l'immigration dans le cas de la Syrie, mais c'est encore autre chose que de vivre sous un régime ou
dans une guerre face au terrorisme islamiste, par exemple. Donc, un petit peu de prudence. Cela dit, il n'est évidemment pas interdit d'avoir une opinion sur ce qui se passe à l'étranger, mais il faut bien savoir distinguer le rapport extérieur au rapport intérieur. Pour prendre un exemple qui fait couler beaucoup d'encre dans les milieux de l'opposition français, c'est le cas de la Russie, de Poutine. Moi, je fais partie de ceux qui ont plutôt de la sympathie pour Poutine. Qu'est-ce que ça signifie de dire ça? Ça signifie que sur un plan géostratégique, ce retour à la multipolarité qu'il esquisse, j'y suis favorable parce que l'unipolarité du dominium américain me semble très dangereux, et je suis favorable également à tout ce qui tend à ressembler à un front des non-alignés, à des résistances anti-impérialisme. Mais dire ça, et c'est valable aussi effectivement pour la Chine, pour Cuba, pour le Venezuela, à dire ça, ce n'est pas émettre un jugement sur le régime. Je pense qu'à moins d'être un Russe soi-même, dans le cas de Poutine, il est difficile de dire si le système économique, si le système social, si le système politique, démocratique, est bénéfique ou non. C'est en cela qu'il est important d'être humble. Et encore, il ne suffit pas non plus d'aller en Russie comme voyageur. Dans le cas de la Chine, j'y ai vécu un peu plus d'1 an. Je peux en parler d'une manière un peu éclairée à ce titre-là, mais n'ayant pas été citoyen chinois, je serais bien. J'ai vécu quand même, indépendamment de ma volonté, dans une certaine bulle en termes de droit, en termes d'usage, donc là aussi, je fais attention. En précisant que je suis allé en Chine effectivement assez longtemps. C'est un pays que je connais assez bien. Je parle un peu chinois. 我说普通话一点点，因为我在北京住了1年，2006-2007年，但是现在我都忘了。Je vais continuer en français. Ouais, vous êtes toujours sur Méridien Zéro. Voilà. Et dans le cas de la Corée du Nord, par contre, j'y ai jamais mis les pieds. C'est au projet. Hein, c'est un voyage que j'aimerais bien tout faire. Mais préciser que le texte dans ma brochure qui parle de ça, qui est un texte assez didactique, c'est un texte purement théorique que j'ai écrit. Enfin, c'est un texte de recherche dans les bibliothèques. Hein, il n'y a pas de prétention haute, contrairement au texte à la Chine. Ça m'empêche pas d'en parler un peu ce soir, mais voilà, je voulais préciser que juger de la politique étrangère d'un pays dans le cadre d'un ordre mondial en crise, c'est une chose que nous pouvons tous faire. Juger de l'intérieur d'un régime, c'est beaucoup plus délicat. Oui, non mais tu fais bien de le préciser. C'est vrai qu'on a suffisamment glosé, et à juste titre, hein, sur toutes ces générations d'intellectuels au XXe siècle qui se sont enflammés. Voilà, on pense sans notamment aucun aux intellectuels discernement communistes, pour des régimes qui à un moment leur semblaient en effet l'aboutissement. Alors pour le communisme, mais on a eu quelques exemples aussi, hein, sur d'autres régimes. Je pense en l'occurrence sur le nazisme. C'est vrai que on a des gens qui ont perdu on va dire tout discernement, parce qu'à un moment ils se brûlaient aux flammes en fait de ce qui leur semblait être le régime idéal. Voilà, on est dans la première moitié, enfin on est dans la décennie 2010. On peut en effet essayer de ne pas répéter les mêmes erreurs, quand bien même elles seraient inspirées par les meilleures intentions possibles. Ça c'est très clair. Mais apprendre un petit peu du passé. Le passé ne se reproduit pas, mais apprendre un petit peu et pas totalement négatif quand même. Oui, c'est vrai. Alors, dans la brochure, donc, tu abordes en fait essentiellement 2 socialismes, hein, qui sont en effet le socialisme chinois et le socialisme nord-coréen. Et en laissant du coup de côté, peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir, donc des socialismes, hein, qui sont ceux par exemple de la péninsule indo-chinoise, Vietnam, Laos, Cambodge. Peut-être qu'on aura l'occasion de pouvoir faire des parallèles, ou pas d'ailleurs, on verra. Sur la Chine, quel est généralement, hein, le point de vue le plus courant, c'est de dire mais en fait la Chine n'est plus communiste, ce n'est plus un socialisme, en fait c'est un socialisme de façade. C'est fondamentalement un régime bâtard, un régime hybride, mais dans lequel finalement le capitalisme a repris en sous-main tout ce qu'il avait perdu peut-être à une époque. Quel est ton point de vue Il faut prendre garde à ne pas projeter sur l'étranger, surtout sur un étranger aussi exotique, nos propres représentations, y compris en termes de doctrine économique. Se demander si aujourd'hui la Chine est capitaliste au sens où ce terme peut signifier quelque chose dans les théories économiques anglo-saxonnes, revient à se demander si à l'époque de Mao, la Chine était communiste au sens philosophiquement marxiste et politiquement soviétique.
soviétique. Dans les deux cas, la réponse est non. Mais cela dit, évidemment, je ne vais pas nier pour autant qu'il y a une structure capitaliste dans l'économie actuelle chinoise. Mais un modèle très étrange, très bâtard peut-être, où à la fois cette prédation économique peut être sentie peut-être plus violemment qu'en Europe, mais où l'État est aussi beaucoup plus présent. Que ce soit à travers la négociation des contrats, même à travers la fiscalité à certains égards, encore que ceci diffère d'un domaine à l'autre. On parle beaucoup dans le discours de la propagande, dans le discours des médias officiels, de socialisme à la chinoise. Ça, c'est le truc des Asiatiques, toujours pour préciser leur spécificité. Les Coréens font pareil, hein, le socialisme à la coréenne. On parle d'ailleurs, pour définir le régime, d'indigénisation du marxisme-léninisme. Mais ça peut vouloir dire beaucoup de choses. La grande différence entre les réformes économiques de ces deux pays, parce qu'il y a aussi une libéralisation en Corée du Nord, même si elle est plus discrète, c'est qu'elle a été assumée de manière plus directe ou voire plus cynique en Chine à partir de Deng Xiaoping et des réformes économiques, ce qu'on a appelé la réforme, la libéralisation. Les quatre modernisations. Les quatre modernisations, exactement. Enrichissez-vous, hein, c'était son mot d'ordre. Mais en même moment, il disait, attention, il faut qu'on ouvre la fenêtre pour faire entrer l'air, mais quand on ouvre la fenêtre, les moustiques entrent. C'était une modernisation qui paraissait encore bien timide en comparaison avec un de ses successeurs, qui est Jiang Zemin, qui est d'ailleurs un homme d'État qui aujourd'hui, je l'ai remarqué, est particulièrement impopulaire parmi les Chinois. Je pense que c'est le plus impopulaire de cette lignée de présidents. Il a radicalisé ses réformes à un point tel que le peuple en a beaucoup souffert. On peut le comparer un peu, à raison je pense, à une sorte de Deltsin chinois. Il a bradé les ressources sous prétexte d'accueillir les capitaux étrangers. Il a vraiment, on pourrait dire, prostituer toute une partie de la nation en ouvrant alors là du coup les fenêtres à tous les vents, alors que du côté nord-coréen d'autres réformes ont été faites, notamment suite à la grande famine qui a suivi la mort de Kim Il-sung, et qui a été une famine qui a duré environ 3 ans, qui était extrêmement meurtrière. Une économie parallèle a commencé à se mettre en place de manière absolument illégale à travers des marchés dans une économie qui était collectiviste, étatiste et géré par des réseaux de distribution publique. Le régime a commencé par réprimer assez violemment et puis il a laissé faire, il a fermé les yeux en se disant que comme il était incapable de pallier cette crise, autant laisser les gens se débrouiller et pérenniser ensuite ce système en amenant quelques modifications dans les lois et même dans la constitution, seulement pour ne pas perdre la face, ce qui est d'autant plus important en Asie et peut-être encore plus en Corée du Nord qu'en Chine dans cette structure très, très confucéenne. Le mot réforme n'a jamais été utilisé, on a parlé d'ajustement. C'est-à-dire, en gros, nous restons dans une ligne socialiste, mais on fait des ajustements conjoncturels. En réalité, il semblerait sur le long terme que ces réformes, puisque ce sont bien des réformes, soient réellement structurelles, comme en Chine, quoiqu'à un moindre degré. Mais ça ne veut pas dire forcément qu'on va toujours dans la même direction. Jiang Zemin, c'était, je pense, la phase libérale la plus poussée de la Chine. Et il y a eu un enrichissement général, certes, en termes de croissance, mais il y a eu un accroissement terrible des inégalités sociales qui a été très mal ressenti, vraiment un peu par tout le monde, ce qui fait que l'équipe suivante, le président Hu Jintao de l'époque, donc il y a une dizaine d'années, et son premier ministre Wen Jiabao, et c'est à cette époque-là que je vivais en Chine, donc c'est cette histoire-là que je connais le mieux, ont été plutôt des réconciliateurs, des modérés, sans revenir à du maoïsme pur et dur, loin de là. Le mot d'ordre de leur présidence, c'était l'harmonie. Essayer de trouver un juste milieu, et actuellement, Xi Jinping, qui avait une réputation un peu de rouge, réputation très galvaudée, mais ça le plaçait dans la lignée de ses prédécesseurs, est un peu aussi dans ce stade de conciliation. Donc on est sous une autorité économique beaucoup moins violente que les précédentes. Alors, le communisme chinois a maintenant presque un siècle, on va dire, de présence en Chine, hein, puisque c'est vrai qu'au début du XXe siècle, il peut y avoir des tout petits groupes, mais enfin, en tant que tel, c'est après la révolution de Sun Yat-sen où vraiment le communisme commence à s'implanter en Chine. Tout à l'heure, tu as utilisé le terme de continuité. Est-ce qu'on peut tracer quand même un fil sur ce siècle écoulé, ou est-ce que on est aujourd'hui sur quelque chose qui n'a
plus, alors qui peut garder une enveloppe théorique, rhétorique même, de lien avec le passé, ou est-ce qu'on est encore dans une continuité? Parce que on le sait bien, il y a encore des portraits de Mao, il y a encore des statues de Mao, il y a cette énorme statue dorée là qui a été construite il y a pas très très longtemps. Mais Mao est partout. Voilà, Mao est partout, mais sur les billets de banque, ouais, bien sûr. Est-ce qu'il reste une continuité, est-ce qu'il reste un lien idéologique avec le socialisme originel chinois? Oui, mais ça peut paraître anecdotique. Le lien est en grande partie aussi, comme tu l'as dit, dans le discours, dans la vitrine, dans conserver l'illusion d'une continuité pour assurer la légitimité du régime. Cela dit, dans le système de santé, dans plein d'autres domaines particuliers, on trouve encore un accès, non pas à la gratuité, mais de la quasi-gratuité. Par exemple, je peux vous dire que si vous voulez vous refaire les dents, ça vaut la peine d'aller en Chine. Bon, après, il faut compter le prix du billet d'avion, mais c'est vraiment, je suis allé chez le dentiste en Chine, ça défie toute catégorie, c'est presque Cuba. Hein. Il y a des... Mais ça peut paraître effectivement anecdotique. Les constantes, elles sont peut-être moins à chercher dans l'ordre de la doctrine économique que dans d'autres éléments. L'élément national, qui a été fort dès le début, parce que faut pas oublier que tous ces socialismes asiatiques, c'est valable aussi d'ailleurs pour le Vietnam dont tu parlais, sont issus de luttes de décolonisation. Donc ce qu'on appelle en langage tiers-mondiste des luttes de libération nationale. Il faut bien comprendre que même si ces pays ont participé à la guerre froide, c'est l'opposition fondamentale qu'il y a eu pendant ces années-là relève moins de l'opposition Est-Ouest, comme on l'a connu en Occident, que de l'opposition Nord-Sud, comme on en parle toujours aujourd'hui. C'est-à-dire entre pays en voie de développement et pays capitalistes et coloniaux, ou ex-coloniaux. Donc ça change quelque chose. Ce nationalisme a toujours été présent, prenant différentes formes. On en parlera peut-être dans le cas de la Corée du Nord, parce qu'il est vraiment très très particulier. Et la Chine a toujours été jalouse de sa souveraineté et de celle de ses alliés. La constante qui me frappe le plus, par exemple, c'est l'attitude de la Chine dans les organisations internationales quand elle intervient dans les crises, que ce soit à l'égard de la Corée, mais aussi à l'égard de certains de ses alliés en Afrique. La Chine ne négocie pas avec la souveraineté. En entendant n'importe quel représentant aux Nations Unies ou autre de la Chine, on pourrait tout à fait le replacer dans les années 50. Le discours n'aurait pas vraiment évolué. Et je pense, et d'ailleurs, c'est quelque chose que je trouve assez sain. Mais oui, parce qu'on peut rappeler quand même que c'est vrai que la Chine, dès 1950, s'engage côté de l'URSS avec un traité d'amitié. Mais ce traité d'amitié a eu une existence de 4-5 ans, puisque dès 1954-55, le régime s'éloigne de l'URSS en constatant que finalement il y a ce paternalisme, cette tutelle qui leur est insupportable et qui en fait qui est mal dissimulé par tout le discours sur la fraternité prolétarienne, l'internationalisme, etc. Ça, globalement, c'est clair que les Chinois n'y ont pas cru. Ça a été une crise terrible, cette rupture sino-soviétique, puisque cette alliance avait pris des formes économiques et surtout techniques. En effet, la Chine qui paraissait encore un pays rural. Hein. D'ailleurs, le début de la révolution, Staline s'en moquait, il ne la soutenait absolument pas. Il disait c'est une jacquerie de paysans, en parlant des maoïstes, hein, et notamment en observant la Longue Marche. Lui, il avait préféré soutenir, tout comme les Américains d'ailleurs, le Kuomintang. Donc les nationalistes chinois, enfin les autres nationalistes, si on veut, clairement plus marqués à droite dans leurs alliances internationales et qui ensuite se sont retirés sur l'île de Taïwan quand ils ont perdu la guerre civile. À partir de là, quand l'URSS a reconnu le gouvernement régulier donc la République populaire de Chine, elle l'a reconnu parce que aussi c'était le gouvernement, il n'y en avait pas d'autre. Il y a eu des échanges qui ont été faits, ils se sont bien rendus compte qu'ils faisaient partie du monde communiste et que c'était nécessairement des alliés dans la lutte. Et pour aider à leur développement, il y a eu non seulement des financements, mais l'envoi d'ingénieurs, de techniciens et de machines. Enfin, d'abord des machines, puis ensuite des ingénieurs pour apprendre à utiliser ces machines, qui ont travaillé en Chine, mais qui ont travaillé aussi en Afrique. Cette fameuse alliance qui existe toujours. Quand j'étais en Chine, il y avait de grands congrès internationaux Chine-Afrique. C'est quelque chose qui s'est développé encore, maintenant encore plus. Les Chinois sont allés dans différents pays aider les Africains avec du matériel russe et des techniciens russes. Souvent, on avait des ingénieurs russes et des ouvriers chinois, plus encore quelques ouvriers africains engagés sur place. Moi, j'ai rencontré en Chine un jeune russe dont le grand-père avait travaillé pour le compte du gouvernement chinois au Ghana. Ça a été une belle histoire parce que ça a permis
comment dire, ça a permis là une rencontre de deux peuples qui ensuite a été brisée net. On a rappelé les ingénieurs en Russie. Certains ont vraiment vécu ça comme une déchirure. Ils s'étaient quasiment intégrés. Beaucoup d'ouvriers chinois se sont trouvés avec des machines dont ils ne savaient plus que faire. Hein, on a un peu la même chose en Afrique du Sud après la fin de l'apartheid. Alors dans un rapport beaucoup plus conflictuel, mais disons dans ce problème de la technologie. Et il y a eu ça et cette rupture sino-soviétique, c'est aussi surtout ce fameux congrès du Parti communiste où Khrouchtchev a dévoilé son rapport contre les crimes du stalinisme. Et étonnamment, parce qu'on pourrait dire que ça ne les concerne pas, mais les Chinois ont très mal pris la chose. C'était Zhou Enlai qui était présent pour la Chine dans ce congrès. Il est au milieu du discours, il est parti. Pour manifester son mécontentement, mais pour montrer que c'était pas l'URSS qui rejetait en bloc, au moment de partir, il s'est incliné devant une statue de Staline. C'est pour montrer que cette réforme ne lui plaisait pas. Mao, évidemment, tout comme Kim Il-sung en Corée du Nord, avait peur que comment dire, la fin du culte de la personnalité contamine son propre régime. Et d'ailleurs, c'est drôle parce qu'en Corée du Nord, c'est aussi à ce moment-là un peu où ils ont coupé les ponts parce qu'ils se sont mis à avoir peur de la vague réformiste russe. Et c'est là que l'Asie a commencé de parler de révisionnisme russe. C'était la thèse de la cohabitation pacifique, du réchauffement des relations avec les États-Unis. Il a fallu attendre Kissinger, que celui-ci se déplace avec Nixon pour aller voir Mao, pour que la Chine entame bien plus tard le même rapprochement. Mais à ce moment-là, ils se sont dit, la maison mère a trahi. Et ils n'étaient pas si mécontents parce qu'ils se sont dit, ça nous donne l'occasion, nous, la grande nation, la nation continent, d'être enfin le cœur mondial du communisme. Surtout qu'ils n'étaient pas les seuls à faire sécession. Il y avait la Yougoslavie de Tito. Donc c'était une période intéressante et l'Europe y a réagi différemment. On sait que si la Chine a été ouverte aux camarades dès le début dès 49, ça s'est refermé un peu au moment de la révolution culturelle parce que les choses sont devenues plus tendues et on se méfiait beaucoup des communistes européens ou américains qui étaient considérés comme des agents de Moscou. Sauf les Italiens, étrangement, beaucoup les documents les plus intéressants de cette période où très peu d'étrangers étaient présents nous viennent de communistes italiens, alors parfois des purs propagandistes comme Maria Antonietta Macchiocchi, mais qui est intéressant quand même, ou bien surtout je pense au film j'ai oublié le nom qui s'appelle Chongguo, c'est-à-dire Chine en chinois, de Antonioni, je crois, je sais plus. Tout d'un coup, j'ai un doute, mais ça, si tu as l'occasion de le voir, je ne suis d'aucun secours. c'est un long film documentaire. C'est simplement des images filmées ethnologiques qui aujourd'hui paraîtraient assez anodins s'il était fait aujourd'hui, mais qui représentaient une exploration d'un monde inconnu fascinant. Bon, aujourd'hui, le Parti communiste, je crois que c'est 3 millions de membres, quelque chose comme ça. Oh non, beaucoup plus. Plus. Alors, j'ai pas les chiffres à jour, mais quand j'y étais, il y a une dizaine d'années, ils étaient autour des 70 millions. Ah oui, d'accord. Donc oui, non, rien à voir. Quel est le degré pour autant qu'on puisse le dire, mais donc si on est quand même surtout dans le discours, plus que dans la continuité, donc en gros dans du vernis, est-ce qu'on est du coup sur une adhésion parce qu'on le sait, hein, je complète je fais des incises, mais c'est vrai que dans les régimes communistes, théoriquement, le Parti communiste se voulait une avant-garde. Ça n'a jamais été fondamentalement, normalement, des partis de masse. À la base, oui, la vision léniniste, c'est l'avant-garde. À la base. 70 millions, si on les rapporte aux 1 milliard 300 millions de la population chinoise, en effet, on est sur une petite proportion, on va dire. On est sur du 5% à peu près. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire à un moment des gens qui sont dans le Parti communiste parce qu'ils y croient, ce sont eux qui y croient. Malgré un moment cet aspect vernis, cet aspect discours, ou tout simplement parce que le Parti communiste reste quand même le principal levier d'ascension sociale dans la société chinoise. Alors, c'est intéressant parce que dans la brochure, j'ai justement un entretien, un entretien rapporté avec une jeune fille que j'ai rencontrée là-bas et qui est membre du Parti communiste, et je l'ai rencontrée pour qu'elle m'explique comment ça se passait. Alors oui, 70 millions, ça a la gueule d'un parti de masse, surtout pour nous, parce qu'on dit, ça doit être le plus grand parti du monde, je pense. Mais en rapportant ça à la population chinoise, on n'est pas de facto dans le parti. Il n'y a pas un taux de, il n'y a pas un taux pas d'adhésion, mais enfin de syndicalisation, on peut dire ça comme ça, parce que le syndicat unique est lié au parti. Il y a deux niveaux. Il y a le niveau un peu
pragmatique de celui de l'ascension sociale ou des privilèges, encore que ça dépende. Aujourd'hui, c'est plus la distinction n'est plus aussi nette, ne serait-ce que parce que l'économie a intégré des acteurs privés. Et c'est dans les institutions, enfin dans les entreprises d'État que la différence est marquée. La jeune fille que j'ai interviewée travaillait dans une entreprise de fromage, une entreprise privée qui appartenait à un patron français. Donc là, elle se trouvait être la seule membre du parti, et ça ne faisait absolument aucune différence. Mais elle est entrée dans le parti au moment de l'université, et son parcours est paradigmatique, donc j'en parle. Elle a déposé une demande d'adhésion, parce que tous les jeunes, alors là presque tous les jeunes, les enfants, entrent dans la Ligue de jeunesse communiste, ce qu'on appelle les pionniers. On les voit dans les rues, ils ont des petits foulards rouges, un peu comme en URSS d'ailleurs. Ça, c'est presque, à partir du moment où vous avez accès à l'école publique, vous êtes pionnier. C'est les scouts rouges. Mais ça ne donne pas accès automatiquement à la suite. Ceux qui vont à l'université doivent passer par une formation militaire express, femmes y compris, mais quand je dis express, ça peut être 2 semaines, ça peut être au maximum 2 mois, je crois. Après avoir passé leur bac, qui est un examen très difficile, qui est l'héritage des examens mandarinaux, donc très, très exigeants, ils doivent encore, pour être acceptés à l'université, en première année, suivre une formation militaire. Moi, je les ai vus à l'œuvre sur le campus où j'étais. Ils le font sans armes, ils le font avec des bâtons, des drapeaux. Mais disons, c'est une formation physique en uniforme et qui, contrairement à ce qu'on pense souvent, n'est pas un reliquat de l'époque où le régime était plus rouge, mais au contraire, une nouveauté, enfin une relative nouveauté qui date des événements de 1989, donc ce qui s'est passé sur la place Tiananmen. Et à ce moment-là, le parti a voulu un petit peu serrer la vis sur la jeunesse pour éviter une sorte de mai 68 à la chinoise. Donc il s'est dit, voilà, il y a un tiédissement idéologique, ces jeunes ne sont pas nés dans le maquis, ce sont déjà des héritiers, ils ont pas cette même conscience historique de l'histoire du parti, on va essayer de les tenir en main par la militarisation. Donc la militarisation est un phénomène moderne d'une autre phase du Parti communiste. Je parle de l'université parce que cette jeune femme était universitaire. Elle a déposé une demande pour adhérer au parti. Et à partir du moment où la demande est déposée, la personne est examinée pendant un certain temps, c'est-à-dire elle doit rendre ce qu'on pourrait appeler des dissertations, mais elle est examinée aussi par des gens qui, dans l'endroit où elle travaille, alors ça peut être ce qu'on appelle le danois, l'unité de travail, ça peut être l'entreprise, mais là, en l'occurrence, c'était l'université. Donc elle sait qu'elle a autour d'elle certains professeurs et certains étudiants qui sont membres du parti. Elle ne le sait d'ailleurs pas forcément, et à qui régulièrement on va demander des rapports sur elle. Ça peut paraître un petit peu flicage, mais bon, c'est volontaire, c'est elle qui s'est mise à disposition de cette observation. Et ensuite de quoi, au terme d'un processus, elle sera acceptée ou refusée. Elle explique que dans le cadre de l'université, oui, il peut y avoir du favoritisme, les membres du parti peuvent être mieux vus par les professeurs. Donc c'est une élection par un comité, plus qu'une sélection. Elle me dit que 3 à 5 étudiants par classe environ sont sélectionnés au niveau de l'université. Ça montre bien ce que tu disais avant sur la proportion. Mais jusqu'à la fin de sa vie, elle doit rendre 4 rapports par année sur des sujets imposés. Ça peut être des sujets de politique internationale, d'économie. Donc c'est jusqu'au bout, il faut toujours faire ses preuves. Et ça offre un certain nombre de privilèges. Ça offre aussi des inconvénients. Par exemple, elle me dit qu'elle pourrait difficilement obtenir une green card pour aller aux États-Unis. Je pense parce que les États-Unis ne le souhaitent pas. Voilà, c'est plus pour se déplacer dans certains pays étrangers, c'est un obstacle. Je le sais parce que dans ma belle famille, j'ai beaucoup de membres du parti, dont certains qui ne peuvent pas venir nous voir, même en Europe, parce qu'ils occupent des postes à responsabilité liés à l'armée, au système pénitentiaire, etc., et qui ne peuvent absolument pas se déplacer, même après leur retraite. Mais sinon, pour le reste... Ouais, j'ai l'impression que le principal avantage, c'est la retraite, justement. On peut avoir une retraite, déjà on peut avoir une retraite, ce qui n'est pas le cas partout, relativement jeune et relativement confortable à partir du moment où on est moyen cadre. Oui, parce que ce rapport au parti a forcément changé. C'est vrai qu'à une époque où le parti était omniprésent, on peut partir jusque dans les années 70, enfin en tout cas jusqu'à Deng Xiaoping, et jusqu'à la libéralisation. C'était, je pense, en effet, le seul moyen à un moment de pouvoir quand même espérer occuper des postes de responsabilité, etc. Aujourd'hui,
avec la libéralisation économique, on a des Chinois qui font de très belles carrières et qui en fait, leur permettent de tout à fait être indépendants de ce processus-là et de cet itinéraire-là qui autrefois serait passé par le parti. Oui, tout à fait. Contrairement à la Corée du Nord, où là aussi des affairistes commencent à apparaître et qui n'ont absolument pas besoin de ça, mais en Corée du Nord, l'ensemble des citoyens est catégorisé, qu'ils souhaitent ou non adhérer au parti, en fonction de trois catégories. Je crois que c'est les fiables, les fluctuants et ceux dont il faut se méfier, enfin quelque chose comme ça, avec ensuite 51 sous-catégories, mais vraiment l'ensemble de la population est passée par là. Les gens, je ne sais même pas s'ils savent à quelle catégorie ils appartiennent, si on le leur communique, mais tout ce qui arrive dans la vie sociale, que ce soit pour l'obtention d'un logement, l'entrée à l'hôpital, placer son fils dans une école ou même se marier au niveau civil, va être tributaire de ce classement qui se fait sur la base du CV de chacun, mais aussi des antécédents familiaux, parce qu'il ne faut pas oublier que malgré l'apparente modernité du communisme, ces pays asiatiques, et surtout la Corée du Nord, qui est beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus archaïque dans certaines de ses formes, c'est l'Asie éternelle, c'est-à-dire un système de droit qui nous ramènerait à l'ancien régime, c'est-à-dire c'est pas un système de droit basé sur la responsabilité individuelle, mais sur les responsabilités collectives, claniques, familiales, ce qui rend les choses assez lourdes parfois. Ouais, ce qu'on appelle des sociétés holistes. Où, tout à fait. C'est le oui, complètement. Voilà. Mais du coup, sur ces personnes, sur ces Chinois, si je reviens sur la Chine, sur ces Chinois qui peuvent avoir une adhésion au régime, le discours va prendre quelle forme? Par exemple, cette jeune fille avec qui tu avais pu discuter, donc qui était a priori adhérente, qui était dans ce processus d'adhésion au parti, est-ce que ça reste du discours marxiste-léniniste tel quel, ou est-ce qu'on a évolué vers un discours qui serait plus peut-être social-démocrate, si on prend des références qui sont des références européennes et qui sont forcément insatisfaisantes par rapport à... Je pense que eux, de toute façon, ne font pas cette distinction. Ouais. Seuls les idéologues du parti le font. Pour eux, la social-démocratie, c'est quand même quelque chose d'assez abstrait. Pourtant, ils suivent... justement, tout le monde suit dans les écoles des cours de marxisme-léninisme. Quand on me parle... Quand je vois des étudiants qui me disent « on a des cours de philosophie au lycée », je sais que ce qu'ils appellent des cours de philosophie, c'est pas Platon et Descartes, c'est Marx et Engels. Ouais, c'est la philosophie matérialiste. Voilà, la philosophie par défaut, c'est le matérialisme dialectique et la pensée marxiste. Ceux qui adhèrent au parti doivent suivre des cours supplémentaires parce qu'ils doivent être mieux formés, donc ils ont quand même, je pense, une bonne base théorique. Ensuite, l'usage qu'ils en font est un usage plutôt idéologique. La jeune femme dont je parle m'a sorti des justifications de type idéal et argumenté. Mais cela dit, je ne sais pas si c'était sincère, je ne sais pas s'il s'est dit qu'à un étranger c'est ce qu'il fallait dire, ou si entre eux ils sont plus circonspects. Ça, je n'en sais rien. Mais la justification, c'est le fait de dire que l'adhésion au parti est une manière de faire le bien, de développer cet idéal communautaire pour le pays. Et c'est vrai que dans les formes, c'est pas tout à fait faux, parce que dans les provinces, j'ai aussi vécu pas mal en dehors de Pékin. C'était intéressant. Dans les provinces, on voit qu'il y a des comités de quartier partout. Souvent c'est des femmes, parfois même des femmes âgées, des femmes retraitées qui ont plus de temps et qu'on comparerait chez nous à des comités de bienfaisance, voire à des sociétés de dames patronesse pour certaines choses, mais qui font des bonnes actions, qui vont aider les plus pauvres, qui organisent des fêtes, j'ai participé à une de ces actions. Bon, j'étais un peu instrumentalisé, on m'avait fait venir pour attirer l'attention, on m'a fait balayer la masure d'une retraitée, mais bon, ça a duré 5 minutes, le temps que la presse fasse des photos, puis après on m'a dit il faut passer dans la maison suivante. Il y a aussi toute une hypocrisie et une instrumentalisation de l'étranger. Mais cela dit, le travail est fait et les comités font du bon boulot. Ils font aussi des boulots de sécurité. On dit toujours que la Chine est un État policier. Eh bien, en réalité, quand j'étais à Pékin, bon, j'étais dans un quartier périphérique, mais j'ai vu beaucoup moins de policiers que quand je me promène à Paris, par exemple. Mais ça, c'est une spécificité française. Oui, peut-être, surtout en ce moment. Mais parce que la sécurité, sauf affaires graves, est assurée par ces comités de quartier, de gens alors qui sont absolument pas menaçants, qui sont la plupart du temps des vieux, parce qu'ils ont le temps. On les reconnaît parce qu'ils portent un brassard rouge qui les signale comme membres du comité. Ils sont pas armés, bien sûr, mais
Ils négocient, alors ils peuvent intervenir s'il y a des disputes entre voisins, du tapage nocturne, ils vont sur les marchés aussi, parce qu'il y a des petits marchés partout, plus ou moins légaux, quand il y a un litige autour du marchandage. En général, ça finit bien, parce qu'on voit ils sont pas agressifs, ils viennent pas de l'extérieur, c'est pas une émanation de l'État, mais c'est des gens qu'on connaît. Le quartier où j'ai emménagé la première fois, comme les gens me connaissaient pas encore, chaque fois j'avais des vieux qui venaient vers moi en me demandant si j'étais perdu, si je cherchais mon chemin. Là aussi, on peut dire que c'est la surveillance de tous par tous, il y a ce côté qui peut déranger, mais dans l'ensemble, ça marche plutôt pas mal parce que ça pacifie les rapports sociaux et c'est tout le contraire de l'imagerie militariste de certains États forts qu'on peut avoir ailleurs. Bah, de toute façon, c'est vrai que lorsqu'on est amené à discuter avec des gens qui n'ont fait que du tourisme en Chine, hein, qui ont passé une semaine, 15 jours maximum, c'est vrai que généralement, c'est en effet un des éléments qui les frappe, c'est en effet la faiblesse apparente de l'appareil d'État dans la rue et dans le contrôle social. Voilà, ils sont tous au centre, autour de la place Tiananmen, en train de surveiller les musées, de faire des parades, mais 100 mètres plus loin, c'est déjà un autre Pékin. Hein. Ouais. Oui, puis le fait qu'il n'y a pas, contrairement à l'image qu'on peut avoir aussi, il n'y a pas un policier, il n'y a pas un flic derrière chaque Chinois. Non, pas du tout. À surveiller ce qu'un moment dirait, ce que serait la teneur d'une discussion ou avec un touriste étranger. C'est vrai que c'est pas du tout ce rapport-là. Ça a pu être le cas à certains moments, un peu de tension, mais maintenant je dirais que le rapport, le dialogue avec les habitants est très libre et on sent que les habitants eux-mêmes, quand ils viennent vous parler, ne craignent rien, ne sont pas en train de se retourner. Je pense pas qu'il en soit de même en Corée du Nord, mais en ce moment, non. Alors on peut aller dans les provinces les plus reculées, s'arrêter dans un restaurant, on n'aura pas on va pas amener la crainte, je crois pas. Ouais. Et quel regard tu portes sur l'éventuel rejet du régime par la population. C'est-à-dire que c'est vrai que moi je fais partie d'une génération qui était déjà, j'étais déjà dans ma fin de dizaine en 89, au moment des événements de Tiananmen. C'est vrai que depuis, il y a eu un calme apparent. Alors souvent les explications données par justement des gens qui travaillent sur la Chine, tout ça, à un moment de dire, en gros c'est l'économie qui sert de dérivatif à d'éventuelles revendications politiques, des revendications politiques qui seraient libérales, qui seraient de type libéral. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Parce que c'est vrai que oui, en effet, il n'y a plus... Alors, il peut y avoir visiblement des contestations, mais qui vont être des contestations locales, soit par rapport à la corruption d'un certain nombre de dirigeants, par exemple, locaux du parti, ou éventuellement par rapport à la situation environnementale, parce qu'on a quand même certaines régions où la dégradation est très 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 marquée, avec des conséquences sanitaires qui sont quand même là aussi très fortes. Mais ça n'a plus jamais repris depuis Tiananmen la forme d'une contestation, on va dire, sociale, globale, qui à un moment mobiliserait les foules chinoises contre le régime. Qu'est-ce que tu en penses? L'opposition en Chine n'a pas la même visibilité qu'ici. Déjà en termes de communication, en termes d'occupation de l'espace public. Quand on arrive en Chine, c'est très difficile pour un étranger de se rendre compte de ça. Moi, j'avoue que la plupart des gens que j'ai fréquentés, c'est, j'ai envie de dire monsieur et madame tout le monde, c'est les Chinois ordinaires qui donne un peu un assentiment par défaut à tout ce qui se passe. On parlait avant de l'armée et de la police, même si elle n'est pas présente, on sent que, et ça c'est une différence avec peut-être surtout avec la culture française, il y a une espèce de vision a priori positive ou positive par défaut des forces de l'ordre qui sont associées au bien. Le policier est présenté... Oui. C'est vrai qu'au moment de Tiananmen, il y avait un certain nombre de policiers qui avaient été brûlés vifs. Je me souviens encore des images. Hein, c'était... Bien sûr. Et de même qu'il y a également de l'autre côté de vraies violences policières, de vrais abus comme partout, je pense. Mais dans la représentation, le policier, c'est plutôt celui qui aide la vieille dame à traverser. Dans les manuels de langue, il est toujours bien vu. Une amie me disait qu'elle savait même pas si la traduction du mot flic ou du mot cops en anglais existait, tellement c'est et ce qui n'empêche pas qu'il y ait de vrais problèmes. Alors évidemment l'opposition, enfin l'expression de l'opposition, elle va aussi se trouver parmi les dissidents qui, comme toujours, seront plutôt
des intellectuels, des artistes. J'en ai pas rencontré beaucoup, mais celui que j'ai rencontré m'a fait réfléchir, parce que c'est pas quelqu'un de spécialement engagé, mais de qui on attendait toujours un discours engagé. Il est un peu connu en France, c'est, enfin il était, je sais plus, on n'entend plus parler, c'est Dai Setier, écrivain et réalisateur. Il s'était fait connaître il y a une quinzaine d'années pour un film qui s'appelait Balzac et la petite taille chinoise, très beau film d'ailleurs. Je lui posais 2-3 questions d'ordre politique. Et il me disait qu'il avait, il avait un certain succès dans les festivals étrangers, notamment européens, et il était agacé par le fait qu'on attendait toujours de lui un discours critique sur sa patrie, parce que on sait qu'au festival de Cannes ou ailleurs, les gens qui viennent de... Voilà, on le voit l'exemple avec l'Iran, il y a de très bons films iraniens, mais souvent, si on veut une palme ou quelque chose, il faut faire du Persépolis, il faut faire du truc pour montrer l'horrible islam rigoriste, la République réactionnaire, etc., etc. En Chine, c'est un petit peu pareil, parce qu'il se trouve que ce type avait vécu la révolution culturelle, il avait été envoyé dans les montagnes parce qu'il n'avait pas une bonne ascendance familiale, il en a tiré 2-3 romans, 2-3 films où la politique sert un petit peu de prétexte à des romances, à de très belles romances d'ailleurs, et on voulait le politiser à fond, alors que bah oui, lui c'était à l'époque plutôt un opposant à la révolution culturelle, mais maintenant c'est plus son problème. Donc il y a pareil avec un artiste comme comment il s'appelle, Ai Weiwei, cet artiste très conceptuel. Seulement, ce à quoi tu fais référence, c'est plutôt, alors, et ça, c'est beaucoup plus dur pour eux parce qu'ils n'ont pas la même visibilité, c'est les mouvements, ce que j'appellerais les mouvements de la société civile. Par exemple, des habitants d'une région qui protestent parce que la construction de barrages va complètement immerger leur village et puis qu'on les déplace de force sans compensation. Les États holistes, voilà, comme tu disais, ne prennent pas vraiment en compte les revendications de chacun. C'est que tout est inféodé au bien commun ou à ce qu'on pense être le bien commun. Donc oui, il y a des mouvements, il semblerait, j'ai lu ça quelque part, que chaque jour, il y a je ne sais plus combien d'émeutes ou de manifestations assez musclées en Chine. Seulement, c'est parcellaire, il n'y a pas, comment dire, elles ne se focalisent pas, elles ne s'agrègent pas les unes aux autres pour créer un grand mouvement national, comme ça a pu être l'apparence de ce qui s'est passé en 89, encore que c'est surtout un phénomène pékinois, mais un phénomène des classes moyennes, éduquées, et c'est toujours, là aussi, c'est toujours à ça que l'Occident s'intéresse, parce que c'est notre regard aussi qui va déterminer, alors que ces révoltes de paysans, et je pense notamment aux Minggong, qui sont les migrants paysans, c'est-à-dire ceux qui migrent des régions rurales aux régions urbaines, ce qui est le vrai problème migratoire en Chine, c'est l'immigration intérieure. Ça, c'est terrible. Ils migrent pour différentes raisons. Parce que la terre, souvent, n'est pas assez valorisée. Il y a une espèce d'Eldorado, hein, un petit peu comme entre l'Afrique et nous, par exemple. Un mythe en disant c'est tellement mieux, alors que c'est pas si mieux que ça, surtout pour eux. Ils migrent pour essayer de trouver du travail, parce que leurs propres parents leur disent mais plutôt que de cultiver la terre, tu vas peut-être trouver quelque chose de mieux. Ils arrivent, ils ne trouvent pas quelque chose de mieux. Déjà, ils n'ont pas le droit d'y aller normalement, parce qu'il y a des permis de résidence, hein. C'est très cadenassé au niveau du travail. On peut l'obtenir, mais il faut avoir certains antécédents ou autres, certaines situations. Donc, ils se retrouvent à travailler comme illégaux et les patrons profitent parce qu'ils acceptent de ne pas les dénoncer à condition, et ils ne sont pas syndiqués, bien sûr, puisqu'ils sont illégaux. Ça devient une forme de sous-prolétariat qui travaille en général sur les chantiers. Une autre raison pour lesquelles ils partent, c'est une raison plus préoccupante structurellement, c'est qu'il manque de femmes. Les jeunes gens dont je parle sont les gens qui sont nés, disons, au début des années 80. La loi de l'enfant unique qui a été assouplie depuis date, je crois, de 78. Il a fallu quelques années, le temps qu'elle se généralise. En ville, ça n'a pas été un grand problème. En théorie, elle est abrogée, mais... Bon. Oui, c'est-à-dire, oui, elle est abrogée à partir du moment où maintenant les jeunes parents d'aujourd'hui sont déjà des enfants uniques. Donc, ils ont la liberté d'en faire davantage, et souvent, ils ne le font pas parce que les mœurs changent vite. Je connais bien cette génération. Pour eux, hein, les jeunes trentenaires qui se marient se disent la famille idéale, c'est un enfant, parce que même s'ils ont la liberté d'en avoir deux. Et d'ailleurs, en ville, cette réforme n'a pas été, je dis pas qu'elle a été mal prise, mais comme la distinction des sexes était moins fondamentale pour les urbains, c'est normal, le fait par exemple, d'avoir une fille, ça n'a pas été un drame. Mais à la campagne, oui. Donc il y a eu des avortements illégaux, il y a même eu des infanticides, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais au final, il y a une surpopulation masculine. Et là, évidemment, 20 ans plus tard, on s'aperçoit que ça crée un problème
de reproduction, donc on envoie les fils à la ville pour trouver un travail soi-disant mieux payé, alors que c'est exactement le contraire, et pour trouver une femme, ce qui est, à mon avis, absolument impossible. Moi, je les ai vus, ces migrants. Le choc, ça a beau être des RAN, la plupart, hein, c'est la même ethnie, mais le choc de l'apparence, l'accent, les cheveux longs, la peau basanée, c'est une autre Chine. Et comme je vois un petit peu la nouvelle classe moyenne urbaine, que ce soit à Pékin ou à Shanghai, c'est des couples improbables. Ouais. Est-ce que tu, pour continuer et finir sur cette question de la contestation éventuelle, tu sais, une des antiennes qu'on peut entendre, c'est que la Chine finalement fonctionne, la Chine éternelle, hein, comme on dit, fonctionne sur cette idée du mandat du ciel, et que finalement ça n'aurait jamais réellement changé. C'est-à-dire que vraiment le socialisme en tant que tel et l'implantation du socialisme chinois à partir de 1949 n'aurait pas fondamentalement changé ce rapport au pouvoir, qui est que finalement, tant que le pouvoir donne à manger, assure une certaine prospérité pour sa population, ça va. Et puis, lorsque le mandat du ciel, visiblement, n'est plus là, parce que le régime ne nourrit plus sa population, il n'assure plus sa prospérité, etc., à ce moment-là, il est renversé. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui, à un moment, c'est ce genre de lieux communs qui sont propagés en tant que tels en Occident, quand on veut essayer d'avoir une explication sur la durée du régime chinois, ou est-ce que culturellement tu mettrais quand même une certaine réalité derrière ça? Si, c'est vrai, c'est d'ailleurs pas propre qu'à la Chine, mais même à la logique communiste. Lénine avait théorisé là-dessus, sur toute la réflexion autour des droits formels, du droit bourgeois, où il distinguait bien que certains droits civils liés par exemple à la liberté d'expression n'avaient pas le même poids que des droits matériels liés par exemple à l'alimentation. En Chine, c'est ce qui légitime le pouvoir, c'est que les gens aient à manger. Il y a beaucoup de tractations qui se font par exemple dans le monde agricole pour produire plus, et alors avec des conséquences écologiques dramatiques. Mais pour prendre un exemple que je connais puisqu'il concerne la Suisse, une grande entreprise d'EGM s'est vendue récemment à la Chine avec, disons, de l'argent de l'État derrière. La Suisse était très content parce qu'ils hésitaient entre cette entreprise et Monsanto, et c'est nous qui avons gagné la mise. Et ensuite, même les syndicats suisses étaient très contents parce qu'il y a eu des engagements auprès d'eux. Enfin, tout le monde était très content, mais tout le monde oubliait de dire qu'il s'agit quand même d'organismes génétiquement modifiés. Et la Chine se justifiait en disant: nous avons beaucoup de monde à nourrir, il faut produire plus et plus vite. Donc oui, il faut remplir ce contrat-là, éviter qu'il y ait une misère trop grande et surtout que tout le monde ait à manger. Le reste passe après. Et évidemment, beaucoup de gens, la plupart sont contentes, sans doute plus que nous ne le ferions nous-mêmes, parce qu'à la base, il y a une différence culturelle. En comparaison avec la Chine, par exemple, nous sommes un peuple très politisé. Mais en comparaison avec beaucoup de pays, j'en parlais il n'y a pas longtemps avec une jeune Russe, notre amie Daria Dugin, pour ne pas la citer, qui remarquait quand on était dans un bistrot que c'est intéressant, il suffit de se taire 2 minutes et d'écouter autour. Bon, c'était en pleine période des élections présidentielles, mais de voir que tout le monde, le français de base, le débat politique constitue un débat ordinaire, alors qu'il paraît que dans un bistrot de Moscou, c'est pas du tout pareil. Et je peux vous dire que dans un restaurant de Pékin ou un salon de thé, c'est pas un sujet qu'on aborde. Il faut leur tirer un peu du verre du nez. C'est même pas qu'ils ont peur, c'est que pour eux, c'est un non-sujet. À partir du moment où vous avez très peu prise sur l'ordre des choses, parce qu'il y a un processus décisionnel qui prend le nom de démocratique. Enfin, c'est pas comme la Corée du Nord, justement. Mais malgré tout, les gens ordinaires qui travaillent tous les jours, pour qui le rapport au pouvoir se limite à lire quelques dépêches de l'agence Chine Nouvelle, ne se sentent pas du tout un pouvoir décisionnaire. Alors, ces discussions-là lui paraissent abstraites, à moins qu'il fasse partie de la minorité des intellectuels, des économistes, des historiens, mais les autres, non. Ouais. Non, mais ceci dit, ce que tu dis sur le degré de politisation est vrai. Alors, il est vrai, ne serait-ce qu'avec nos voisins, mais c'est pareil, hein, pour avoir des contacts quand même très très fréquents avec l'Espagne. L'espagnol de base est peu politisé. D'accord. C'est quelque chose qui l'intéresse peu, et en tout cas qui n'est pas clivant. En particulier à la campagne, c'est pas la gestion du village. Il va y avoir une élection, il va y avoir une opposition, mais ce n'est pas du tout ce qui va cliver après la population qui, elle, va se retrouver autour d'activités communautaires, que ce soit la fête du village avec les corridas ou autre. Bon. Mais c'est valable aussi, par exemple, pour la Syrie. Lorsque Charlotte Dornella était venue derrière ce micro,
elle nous l'avait bien expliqué qu'à un moment, une grande partie de la population n'était pas dans l'opposition, mais pas dans l'adhésion non plus au régime El-Assad avant la guerre. C'est-à-dire qu'à un moment, oui, tant que les gens faisaient leurs affaires, quoi. C'est-à-dire qu'ils cherchaient, ils travaillaient, ils essayaient de pouvoir se nourrir, de pouvoir élever leurs enfants, etc. Et sur ce que tu dis, à savoir en sachant qu'à un moment, il allait y avoir peu d'emprise, en effet, sur le processus décisionnel, finalement, la dictature n'était pas pesante en tant que telle. Ils se rendaient bien compte qu'en effet, ils avaient peu d'accès à la décision, mais qu'en même temps, c'était pas forcément quelque chose qui non plus les traumatisait au jour le jour, parce que la politique n'allait pas forcément faire partie du champ d'intérêt, ou en tout cas de préoccupation qui était le leur. Et ça, je pense qu'en effet, nous, ça nous déforme, enfin le regard qu'on peut porter comme français ou francophone sur cette question, en effet, est déformé. Parce que c'est quelque chose qui... Et encore, ça a beaucoup baissé en France. Hein. Si on prend sur les jeunes générations, il suffit de voir de toute façon l'effondrement des niveaux de militantisme, d'adhésion à un parti, etc. Ça peut prendre d'autres formes. Hein. Oui, ça peut prendre l'adhésion à une association. C'est aussi assez compréhensible parce que, et là, on prend des différences beaucoup moins grandes culturellement, mais je le dis entre ton pays et le mien, c'est que nous, de notre point de vue, on a l'impression que parfois les Français sont des râleurs, mais qu'il n'y a rien derrière. Mais je dois bien reconnaître qu'il peut y avoir un côté assez désespérant dans la mesure où, oui, vous vous intéressez à la chose publique, il y a beaucoup de choses qui vous rendent insatisfait, mais là aussi, votre emprise sur les affaires est faible. Oui. La nôtre aussi, si on veut, mais disons, dans le cadre d'une démocratie directe, il y a quand même des processus référendaires, des processus décisionnels qui fait qu'en général, on est moins dans ce ressentiment parce que, ou on s'en fout complètement, ou alors si on s'y intéresse, on s'implique et on voit assez vite le résultat de nos efforts, d'une part parce qu'on a des petites unités politiques grâce à la taille du pays et à la structure fédérale, mais aussi parce que le processus démocratique, au moins dans sa structure, est bon. Après, il est phagocyté par plein d'autres problèmes liés à l'argent, mais dans sa structure, il est bon. Et alors, ça, c'est le regard du Suisse sur la France, mais notre regard commun sur la Chine est un petit peu de cet ordre-là en plus. D'ailleurs, c'est la phrase que disait Deng Xiaoping, il disait qu'importe que le chat soit blanc ou noir tant qu'il attrape la souris. Ça voulait bien dire que la couleur idéologique est secondaire tant que vous accepterez n'importe quel régime si ce régime vous fait manger. Oui. Bon, après, Deng Xiaoping était quand même c'était quand même un drôle de bonhomme, parce que je pense que fondamentalement, et comme Gorbatchev d'ailleurs sur la fin du RSS, c'est des gens qui, en effet, à un moment, ont relâché l'étreinte du autoritaire, on va dire, mais qui étaient des communistes, et qui, à un moment, se sont dit, on va juste essayer de prendre une autre voie, mais on n'est pas dans le cynisme, et on n'est pas, en fait, dans la démarche masquée. On est vraiment sur un moment des gens qui ont des convictions. Voilà, contrairement à Jiang Zemin, je pense que c'est ça la différence. Qui ont des idéaux profonds, et simplement qui se disent, voilà, bon, on a essayé quelque chose, ça n'a pas réellement marché, ça ne nous a pas permis d'atteindre ce qu'on voulait. Il faut qu'on essaie une autre voie, mais pour atteindre ce qu'on veut. Voilà. On est passé de la priorité des experts sur les rouges. Enfin, on est passé à ça, alors qu'avant c'était l'inverse. Et sous Mao, et c'est je pense une de ses grandes erreurs parmi beaucoup d'autres, c'est le fait de dire qu'entre un rouge et un expert, on choisira le rouge, c'est-à-dire on privilégiera la loyauté idéologique sur la compétence. Ça a pu créer des drames, surtout dans l'économie, bien sûr, dans l'industrie, aussi un peu dans l'armée. Dans l'armée, le problème se pose à chaque révolution parce qu'on a un état-major lié à un autre régime. Alors il y en a certains qui vont dire que la loyauté elle est à l'égard de la patrie et que le régime compte peu, d'autres qui vont plutôt être des nostalgiques, donc qui seront des suspects, et à la fois on aura de nouveaux fidèles qui sont fidèles mais qui n'ont pas la formation militaire. Enfin, la Révolution française a présenté cette crise-là, la Chine aussi. Et Deng Xiaoping, c'est le fait de dire que maintenant les diplômes, la compétence, le CV vaudra plus que le pédigré partisan. Ouais. Et ceci dit, c'est vrai que finalement c'est une évolution, enfin ce poids des experts, ce poids dominant des experts et progressif qui s'est fait à partir des années 80. Alors c'était déjà marqué dans nos régimes à nous, mais ça n'a cessé de s'accentuer. C'est finalement quelque chose une évolution qui finalement est assez générale, qui ne fait pas de la Chine un ovni, enfin un pays où souvent comme on peut le présenter, ou le regard qu'on peut avoir dessus, un pays à part. Non, ça c'est propre au capitalisme actuel et à la mondialisation. C'est-à-dire plus le pouvoir échappe
comment dire, plus le pouvoir échappe à l'intervention populaire, et plus cette bureaucratie prend des allures expertocratiques. Mais ça, on le voit au niveau de l'Union européenne, c'est pas pire que... Ouais. Si on passe à la Corée du Nord, donc du point de vue idéologique, on n'est pas sur la question actuelle de l'arme nucléaire ou pas, c'est quand même, de tous les socialismes asiatiques, c'est quand même sans doute le plus particulier, je trouve, parce qu'on a finalement quelque chose qui s'est élaboré et qui est vraiment spécifique au pays, et surtout sur lequel en fait la lecture, on a très peu de clés de lecture dans ce qu'on peut entendre en termes de commentaires de la part de journalistes ou autres. Ça reste le régime nord-coréen, régime communiste. On est quand même sur quelque chose qu'on ne peut pas qualifier comme ça. Le terme communiste ne résume pas le régime nord-coréen. Non, on dit habituellement que la Corée du Nord est plus communiste que la Chine actuelle, parce que la Chine actuelle a libéralisé son économie. Et j'aurais tendance à dire l'inverse, pas pour les mêmes raisons. Évidemment, il serait bizarre de dire que la Chine actuelle est plus rouge que la Corée du Nord, mais en réalité, la Corée du Nord n'a jamais vraiment été communiste au sens où on l'entend habituellement. Elle était encore plus éloignée que la Chine de Mao de cet idéal originel, parce qu'elle n'a pas eu les mêmes ruptures. La révolution chinoise a été vraiment une révolution dans cette optique de la table rase. La Corée du Nord, pas du tout. Elle a gardé un côté, comme je l'ai dit, archaïque, identitaire au sens du temps long, et simplement cette idéologie qui était peut-être un peu là par hasard s'est greffée à ça. Je dis qu'elle était un peu là par hasard parce que finalement c'est simplement une question de rapport de force. L'URSS a joué un rôle dans la libération, donc la libération de l'emprise japonaise. Donc à partir de là, il y a une influence, et dans un deuxième temps, une fois que le régime a été fondé, il se trouvait qu'il y avait une autre opposition dans le monde, c'était cette guerre froide, et qu'il fallait bien être d'un côté. Moi, je comparais un peu la situation à Cuba. Cuba est devenu un petit peu communiste par les circonstances. On sait bien, quand on lit les premiers textes de Castro ou de Guevara, que c'était pas du tout forcément ça le propos, mais au bout d'un moment, quand on a, et dans Cuba c'est encore plus fort, quand on a les États-Unis en face, il faut bien, c'est bien d'avoir un grand frère, donc allons-y pour le communisme. Ça aurait pu être autre chose. Je pense que dans le cas de Pyongyang, ça aurait pu effectivement être autre chose. Kim Il-sung, pour prendre le fondateur du régime, lui vient d'une famille... Enfin, sa mère était protestante, il l'a jamais renié. D'ailleurs, la répression religieuse en Corée du Nord a toujours été beaucoup plus mesurée et faible qu'en Chine. En réalité, il y a eu assez peu de problèmes, surtout avec les protestants. Bon, c'est une terre de mission, on le sait à l'époque. À l'époque, on n'aimait pas beaucoup, avant la Révolution, on n'aimait pas beaucoup les catholiques chinois parce qu'on pensait que c'était des agents jésuites. Enfin, on s'en foutait qu'ils soient jésuites, mais on avait peur que ce soit des agents chinois. Mais dans le cadre des protestants, il y en a beaucoup. Je crois que c'est le pays d'Asie le plus évangélisé après les Philippines. Donc pour un pays communiste, c'est quand même assez formidable quand on y pense. Donc déjà, sur le plan de la philosophie, alors vraiment, ça n'a pas grand-chose à voir. Le matérialisme dialectique, je pense qu'ils ne savent pas ce que c'est. D'ailleurs, Kim Il-sung se vantait de n'avoir aucune culture marxiste. Il avait une vision complètement ésotérique où il expliquait oui, j'ai tout compris au socialisme, mais pas en ouvrant un livre, mais c'est l'amour de mon peuple m'a inspiré la connaissance des mécanismes économiques. D'ailleurs, ce côté légendaire, ce côté mystique, on le retrouve partout. Dans la légende qu'on a construite autour de Kim Il-sung, sa naissance aurait été annoncée par un arc-en-ciel, un vol de colombe, sa mort aurait été annoncée par le fracas d'un étang gelé qui se brise, ensuite son fils, au moment où il est né, une nouvelle étoile est apparue dans la constellation. Il y a un livre très bon d'un auteur américain qui s'appelle Brian Reinhold Myers, qui s'appelle La race des purs, qui replace vraiment ça, où il dit qu'il faut arrêter de parler de communisme. Bon, lui, il parle assez peu de la structure économique, mais du reste, plutôt de l'environnement culturel. Il dit on est beaucoup plus proche comment dire, de la culture impériale japonaise, voire même du Japon dans ses évolutions fascistes ou fascisantes sous Hirohito. Et c'est vrai, en réalité, on est plus proche d'une mythologie fasciste que maoïste. Ça n'a pas grand-chose à voir. Donc oui, alors qu'est-ce qu'il y a de communisme? Bon, le collectivisme, oui, ça c'est vrai, mais ça suffit pas, je pense, parce que c'est un communisme non marxiste. Mais disons, oui, il y a le collectivisme, il y a ce système de distribution publique, une économie largement étatisée, mais pour le reste, on est dans un ordre dynastique, dans un ordre
empreint de spiritualité, de religiosité, qui se réfère toujours aux racines les plus anciennes de l'histoire, que ce soit puis même, alors, notamment de l'histoire antique, mais carrément de la mythologie. Le cheval ailé Cholima est considéré vraiment comme un animal ayant existé. Le mont Paektu est un mont sacré, mais qui est à la fois sacré pour des raisons mythologiques, mais aussi parce que ça a été un lieu de la résistance anti-japonaise, etc., etc. Ouais. Un des caractères quand même, c'est le poids de l'armée. Qui de fait occupe. Alors on le sait, hein, il y a d'autres exemples. Après tout, sur des pays qui nous sont peu éloignés, on prend l'Algérie après l'indépendance. L'armée algérienne a toujours eu ce poids-là dans le régime, et elle continue quand même assez largement de l'avoir. C'est le cas évidemment aussi de l'Égypte. C'est-à-dire que vraiment c'est pas une spécificité nord-coréenne, mais enfin ça prend quand même en Corée du Nord quelque chose, une situation qu'on retrouve quand même dans peu de pays. Est-ce que c'est parce qu'à un moment ça renvoie à un idéal de fonctionnement, ou est-ce que c'est globalement le régime qui sait que de toute façon c'est principalement ce corps-là qui peut le porter et qui peut lui permettre de perdurer? Ça n'a pas... Oui, alors il y a des variations, ça a beaucoup bougé d'une époque à l'autre, le poids de l'armée. C'est notamment apparu à la fin du règne de Kim Il-sung, ce qu'on appelait le régime des généraux. Ça a été l'occasion d'une de ses dernières purges. Il y a eu beaucoup de purges, mais le régime des généraux, à la fin, ces gens-là étaient un peu trop agressifs, trop belliqueux. Il y a eu des incidents diplomatiques avec des histoires de bateaux arraisonnés et autres. Et là, la dernière purge avant sa mort, c'était d'écarter un peu des généraux qui étaient vraiment des faucons. Kim Jong-il a été très proche de l'armée, notamment il a investi beaucoup d'argent, à tel point d'ailleurs qu'on appelle en Corée du Nord deuxième économie, toute l'économie militaire. Donc non seulement le salaire de tous les gens qui travaillent, mais aussi les unités de production dans lesquelles les militaires sont impliqués, plus évidemment toute l'industrie militaire elle-même. Ça brasse beaucoup d'argent, à la fois beaucoup de profits, mais aussi surtout beaucoup d'investissements. Et ça, c'est toujours le cas. Seulement, Kim Jong-un, donc le chef d'État actuel, qui s'est donné pour mission d'assurer la défense, ce qui a satisfait l'armée, a en même temps atténué ce secteur-là au profit de l'économie. Le mouvement vraiment qu'on remarque depuis la fin de l'ère Kim Jong-il, c'est une importance croissante du secteur économique, parce qu'avant c'était le secteur économique, justement c'était la défense, c'était l'industrie lourde, et puis une gestion agricole vraiment catastrophique, digne du grand bond en avant en Chine. Ça a donné, on sait que la terrible famine qui a vraiment tué beaucoup de gens serait due, selon les historiens, 15% à des raisons naturelles, parce qu'il y avait vraiment eu des problèmes effectivement de sécheresse, puis ensuite de pluie torrentielle, mais 85%. Une gestion calamiteuse, là aussi parce que le rouge est passé avant l'expert, et puis comme en Chine on a dit bon bah là on va planter du mil, là on va planter du blé, là on va planter du riz, puis en fait c'était pas forcément c'est tout le contraire, en fait c'est tout le contraire de la permaculture, c'est de la culture intensive mais à l'aveugle. Mais ça évidemment au bout d'un moment, quand on cesse de recevoir les engrais du grand frère russe qui s'effondre, ou des Chinois qui mettent des restrictions, bah là tout d'un coup tout ce qu'on avait construit s'effondre. Donc maintenant le secteur économique prend de plus en plus de place. On le voit simplement en feuilletant la presse nord-coréenne. Les rubriques qui concernent ce secteur sont de plus en plus grandes. Alors que les militaires gardent on leur conserve des privilèges de prestige. Par exemple, dans les grandes fêtes, ils ont droit à des rangs d'honneur sur les tribunes, mais c'est un petit peu pour les maintenir. Il faut rassurer les classes moyennes montantes, il faut rassurer les courtisans, donc les gens proches du régime, aussi les pauvres, en leur disant que maintenant le temps des sacrifices est fini. Mais aux classes moyennes, il faut dire maintenant vous allez continuer à vous enrichir. Eux, ce qu'ils veulent, c'est pas la stabilité, c'est la progression. Cela dit, tous les experts s'accordent à dire que si une révolution ou un bouleversement devait arriver, ça viendrait sûrement pas de ces gens-là, mais plutôt quand même de l'armée. Disons, la déstabilisation du régime la plus probable, mais peut-être qu'il n'arrivera peut-être pas, mais ce serait un putsch. Je vois pas ce qui pourrait arriver d'autre en termes de crise dans la population. Ouais, parce que cette remise en cause du régime, et je pense que là-dessus, du point de vue, alors on peut là faire une petite
petite ouverture sur en effet l'aspect géopolitique ou actuel, c'est que les États-Unis auront passé leur temps, auront passé en gros 3 ou 4 décennies à en effet penser que ça y est, le régime va tomber à chaque changement en fait de tête. C'est cette croyance qu'en effet le régime s'effondre. Et finalement, non, le régime a perduré. Il n'y a pas eu cet effondrement au moment des transitions. Non, pas du tout. Et je pense même que les Américains ont beaucoup fait pour que ce régime perdure, notamment George Bush, qui est quelque part leur meilleur attaché de presse. Clinton, là, faut reconnaître que la diplomatie Clinton avait fait du bon boulot, non pas dans le but, je me pense, de renverser le régime, mais dans le but de favoriser le rapprochement nord-sud. C'était l'administration Clinton d'un côté et le chef d'État de l'autre qui était Kim Dae-jung, qui est appelé parfois le Mandela coréen. C'était ce qu'on appelle la Sunshine Policy, donc la politique du rayon de soleil, où à travers notamment des échanges économiques et le développement du secteur touristique, un vrai rapprochement a été créé, parce qu'il faut savoir que les Coréens au nord et au sud sont quand même d'accord sur une chose, c'est que d'une part, ils constituent un seul peuple, il n'y a pas d'opposition, et qu'ils aimeraient bien se réconcilier. Alors pas aux mêmes conditions, forcément. Kim Il-sung, déjà, il y a fort longtemps, pensait qu'une coexistence sur le mode de Hong Kong serait possible. Donc cette volonté existe depuis longtemps. Les nordistes sont plutôt partisans d'une forme de confédération, alors que les sudistes, ce serait plutôt une grande communauté. Voilà, ils sont pas d'accord sur le modèle et encore moins sur le régime, bien entendu, mais il y a cette volonté-là qui a été favorisée à l'époque de Clinton. Ensuite, Bush est arrivé et lui, il a cassé tous les ponts qui avaient été. Il a renforcé l'isolement de la Corée du Nord. Il était absolument pas pour la réunification, même s'il restait allié avec le Sud, qui ne demandait que ça. Et il a eu une diplomatie très agressive. Je crois que c'est Dick Cheney qui disait on ne négocie pas avec le diable, on l'abat. Hein. C'était à l'époque où la Corée du Nord a été placée sur l'axe du mal aux côtés de l'Iran et de l'Irak. Et il s'attendait à ce que cet isolement international déstabilise le régime. C'était mal connaître d'une part le régime lui-même, mais surtout l'opinion publique. C'est que le régime s'est braqué et la population finalement a assez bien suivi la propagande, pas parce qu'elle était complètement aliénée, mais parce qu'il faut bien se rendre compte, et ça c'est une grande différence entre eux et nous à nouveau, que dans ces pays d'Asie-là, et c'est valable en partie pour la Chine également, s'attaquer à l'État, c'est s'attaquer à la patrie, donc au peuple. Il faut bien se rendre compte que il n'y a pas d'État moderne coréen, en l'occurrence nord-coréen, qui soit antérieur à cette révolution-là et à cette espèce de communisme militaire. Donc, il n'y a même pas de référence de dire, comme le disent par exemple les réactionnaires français en disant la France éternelle n'est pas liée à la République. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible à la fois dans le processus historique et à la fois dans la mentalité. Donc, oui, parce que avant la Révolution, la Corée est une colonie japonaise. Oui. Avant d'être une colonie japonaise... il y a eu des royaumes avant, mais disons ça remonte à tellement loin, il y a eu tellement de ruptures que c'est pas la même Corée. Et du coup, cet aspect nationalisme, est-ce qu'il prend un caractère... Parce que je ne sais plus si c'était chez Pierre Rigoulot. Alors Pierre Rigoulot est quelqu'un qui est lié au Centre d'histoire sociale... donc de Pierre Albertini dans l'ouest, ils sont installés dans l'ouest de Paris. Je crois qu'ils ont une bibliothèque qui est très intéressante, auquel on peut accéder facilement. Et je crois que c'est Pierre Rigoulot qui a pas mal écrit sur la Corée du Nord. Et je crois que c'est chez lui où j'avais lu qu'il y avait quand même cette idée. Alors c'est peut-être, ça prend pas peut-être forcément un caractère racial, mais l'idée quand même d'une certaine supériorité, on va dire, du peuple coréen, et a fortiori du peuple de Corée du Nord, et qui fait qu'à un moment, on leur doit, enfin, il y a quand même un certain nombre de choses qui leur sont dues en tant que tel. C'est-à-dire qu'ils ont un regard avec l'extérieur qui est quand même très particulier, qui tient à la fois de la paranoïa, mais aussi un moment de dire c'est normal aussi qu'on s'occupe de nous, parce que... C'est tout à fait exact, et je pense que le mot racial n'est pas galvaudé ici, c'est exactement ça. Il y a on va dire un racisme qui ne s'exerce absolument pas à l'encontre des gens du Sud, parce qu'au contraire, alors là, cette unité ethnique est tout à fait reconnue et revendiquée, et c'est ça leur drame. Ils ont dit, un peuple comme le nôtre qui est divisé alors qu'on devait être uni. Ces sentiments existent aussi au Sud, mais le gouvernement occidentalisé, moderne, ne le met pas en avant parce que ce sont des idées qui seraient qualifiées vraiment là aussi de trop archaïques, voire de réactionnaires. Alors c'est un racisme tout à fait particulier, complètement différent de ceux qu'on a pu connaître ailleurs, et notamment d'ailleurs en Occident. C'est
c'est pas un racisme de la supériorité dans le sens de la domination en disant nous sommes une race supérieure qui doit dominer les autres. C'est un racisme qui dit nous sommes la race des purs et c'est pour cela malheureusement que nous sommes dominés, mais nous n'y pouvons rien, c'est notre essence, c'est notre nature, nous sommes, c'est une espèce de racisme, de victimisation. C'est comme ça qu'a été interprétée la colonisation japonaise, en disant notre drame racial, c'est que les Japonais sont une race méchante, agressive, impérialiste, alors que nous sommes comme des enfants. C'est un racisme infantilisant, une identité raciale infantilisante, en disant nous sommes que des enfants, donc nous tombons dans tous les pièges. Et ensuite, les Russes nous aident, alors ça aurait pu être très vexant, parce que on n'est certes pas passé d'une colonie à une autre, mais il y a quand même toujours l'intervention d'un étranger. Et à l'égard de la Russie, alors il disait oui, alors c'est vrai que la Russie nous est supérieure industriellement parce que c'est une nation plus développée techniquement, mais nous sommes supérieurs racialement, c'est-à-dire moralement. La notion de race est liée à la morale. Donc il est normal que ce grand frère nous aide. C'est pas qu'on sent pas ça comme une atteinte à notre autonomie, mais ils sont plus développés, donc c'est normal qu'ils nous payent un tribut à nous qui sommes certes pauvres, mais qui sommes des purs. Et pareil, même réflexion à l'égard de la Chine, qui toute asiatique qu'elle soit, les Han c'est une autre race, là aussi une race supérieure sur le plan du développement historique, mais ça reste en gros un peuple de soldats, d'ouvriers, d'industrieux, alors que nous sommes de et d'ailleurs, il semblerait que même la décision de rebâtir Pyongyang, parce qu'il a été quasiment intégralement détruit pendant la guerre de Corée, sous les bombardements notamment américains, de la reconstruire avec du marbre ou des pierres blanches, ce qui dans toute capitale du monde paraîtrait complètement fou, parce que ça veut dire que tous les 2 jours il faudrait tout nettoyer, mais bon, pour le moment, c'est en train de changer, mais pour le moment il n'y a pas énormément de circulation, donc on peut se permettre, il n'y a pas du monoxyde de carbone partout, mais le choix du blanc, c'est ça, c'est la pureté. Eux se voient comme des blancs, parce que ils sont la peau pâle. Ceci étant, oui, en effet, sur un pur plan de couleur, en effet, les Coréens ont la peau très blanche. Mais je peux te citer un extrait d'un éditorial de Rodong Sinmun, qui est le principal quotidien, qui date du 27 avril 2006. Je l'avais trouvé au moment où j'habitais en Chine et j'avais accès à ces médias-là, où on nous dit... La mono-ethnicité est quelque chose dont notre nation et nul autre sur Terre peut être fier. La nation ne peut retenir sa honte et sa colère à l'idée d'une société multiraciale, multiethnique qui diluerait le sang de notre peuple. Et il reproche notamment au Sud de s'être ouvert à l'immigration, notamment à l'immigration chinoise ou japonaise, encore pire, parce que le Japon, en plus, il y a ce contentieux historique. Mais il faut bien se rendre compte que ça, c'est lié... Alors, le régime met ça en avant, mais ça fascine aussi les nationalistes coréens du Sud, qui peuvent être même de droite pour certains et qui pourraient ne pas être d'accord. Enfin, est-ce que le régime du Nord est de gauche? Non, enfin, ça se pose pas en ces termes en Asie, bien sûr. Mais dans l'histoire, il y a eu des groupes nationalistes dits de gauche et des groupes nationalistes dits de droite. Et aujourd'hui, en Corée du Sud, beaucoup sont insatisfaits d'un gouvernement qui voit, un peu comme certains nationalistes japonais à l'égard de leur gouvernement, comme un gouvernement de traîtres qui est colonisé économiquement par les États-Unis, chez qui on voit une responsabilité dans la césure du pays, et on se dit, bah oui, au moins nos voisins du Nord, eux, ils assument leur identité raciale, alors que nous, tout est sacrifié au marché, on dit que ça n'a pas d'importance, et au moment de la guerre, avant la guerre, il y a eu des migrations dans les 2 sens. Certains communistes sont restés à Séoul parce qu'ils étaient persuadés que c'est à Séoul que les révolutions auraient lieu, ils se sont trompés. D'autres ont rejoint Pyongyang par idéologie marxiste-léniniste, notamment du côté des étudiants, des intellectuels, mais d'autres ont rejoint Pyongyang par nationalisme en disant il va se passer au Sud un truc avec cette colonisation américaine qui ne va pas nous plaire du tout, le réveil national se fera au Nord. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Ouais. Et du coup, si on continue sur le lien avec la Chine, donc il y a ce différentiel de point de vue sur les Chinois. Souvent, ce qui est mis en avant dans les commentaires, c'est-à-dire à un moment où oui, c'est normal, la Chine soutient la Corée du Nord parce que finalement c'est les mêmes régimes, c'est les communistes. Bon. Ça c'est très secondaire alors voilà, c'est totalement insatisfaisant. Bien sûr. Non, alors c'est des régions là aussi géostratégiques. La Chine craint 2 choses par rapport à la crise coréenne qui s'annonce. C'est d'une part
que ça nécessite une intervention américaine qui amènerait les troupes yankees à leur porte, et ça, ils n'en veulent absolument pas. D'ailleurs, l'Amérique pense pareil, parce que pour elle, il y a bien des chances que ce soit un prétexte, hein, en réalité, qu'elle vise la Chine et non pas la Corée du Nord. Et d'autre part, elle craint un afflux de réfugiés qu'elle ne pourrait pas gérer, alors qu'elle en a déjà beaucoup, puisqu'il y a une frontière commune avec la Corée du Nord. Il y a notamment, enfin plusieurs, mais il y a notamment un fleuve, et il y a pas mal de réfugiés qui passent, donc qui fuient le régime. Il y en avait beaucoup pendant la famine. Ils fuyaient pas forcément définitivement, mais ils allaient voler de la nourriture, notamment dans les champs, puis ils revenaient. C'est très dangereux d'ailleurs, parce que alors, le délit de fuite, alors là est vraiment un crime grave en Corée du Nord, et c'est oui, c'est une forme de... C'est une désertion qui est vraiment... Ah oui, oui, vraiment. Un petit peu comme à l'époque du mur de Berlin, ça ressemble un petit peu à ça. Et ce qui se passe depuis maintenant des dizaines d'années, c'est que les réfugiés qui arrivent, souvent, dans le cas des femmes, souvent sont mariés, plus ou moins de force, à des paysans chinois. Et comme je l'ai dit avant, ces paysans chinois souvent manquent de femmes. Donc, quelque part, un afflux de réfugiés illégales femmes arrange tout le monde. On ne sait pas si elles sont bien traitées ou pas, mais souvent elles sont satisfaites parce que c'est une manière de rester clandestine et de ne pas être dénoncée. D'ailleurs, c'est aussi un moyen de menace pour les épouser. Et c'est pas un afflux très important. Donc la Chine peut aussi se permettre de fermer les yeux. Mais en cas de réunification, par exemple, ou alors pire, en cas de guerre, en cas de réunification, ce serait moins problématique parce qu'on aurait, je pense, un afflux de réfugiés du nord vers le sud, tout simplement. Avec beaucoup de problèmes sociaux que le gouvernement du sud craint d'ailleurs. Donc eux, ils sont pour la réunification, mais pas à chaud, comme on dit. Une réunification lente, préparée, pour qu'il y ait une vraie intégration des deux parties et que ce soit pas tout d'un coup une exode. Mais en cas de guerre, par exemple, si Trump réagissait aux provocations nucléaires de Kim Jong-un, alors là, on aurait un afflux de réfugiés qui n'irait pas du nord vers le sud, mais du nord vers la Chine, sans doute. Et là, ça, la Chine n'en veut pas. Donc, elle joue un jeu diplomatique où elle essaye d'arrondir les angles. Elle n'est pas du tout dans une logique de provocation. Alors, elle est, comme je l'ai dit avant, dans cette position de principe sur le respect des souverainetés. Donc là, elle est ferme, mais pas à bout de feu. Oui. Donc c'est comme ça que je verrais aujourd'hui son attitude. Du point de vue nord-coréen, du coup, cette relation avec la Chine, finalement, elle n'est intéressante que parce que, en effet, ça leur assure quand même un certain nombre d'échanges économiques, mais elle n'est pas et même d'aide humanitaire. Il y a une aide humanitaire, mais elle n'est pas privilégiée. Finalement. Enfin, du point de vue nord-coréen, c'est pas quelque chose qui irait de soi. On peut imaginer que... Non, il y a eu, on sait qu'il y a eu des échanges culturels, qu'ils partagent en commun cette influence confucianiste, mais il y a cette pensée de l'isolement où il n'y a pas d'alliés naturels, il y a des alliés le seul allié naturel, c'est le voisin du Sud, mais sinon, et il ne l'est pas en l'occurrence, mais sinon, c'est des alliés circonstanciels. D'ailleurs, une petite chose amusante à noter sur cette idéologie raciale, c'est que la propagande, comme elle est très basée sur la notion de race, s'amuse souvent et depuis longtemps à caricaturer l'autre, quel qu'il soit, y compris l'ami d'ailleurs, sous des formes animalisées. Parce que comme ils ont l'impression d'être finalement l'humain de base, tous les autres sont représentés des renards, des ours. Et on a tellement mis à contribution les artistes pour faire ça que maintenant la Corée du Nord est très performante dans un domaine qui est le cinéma d'animation. Il y a d'ailleurs un livre très drôle d'un dessinateur canadien qui s'appelle Guy Delisle, qui a beaucoup voyagé pour son travail et qui à chaque fois qu'il séjourne dans une ville sort un album de BD. Il est allé à Jérusalem, mais il est aussi allé beaucoup en Asie, à Shenzhen en Chine, et un de ses albums s'appelle simplement Pyongyang. C'est un truc un peu anecdotique, mais où il raconte clairement qu'il a été envoyé là par son patron, enfin son entreprise, pour aller travailler sur la série Papyrus, l'adaptation de la BD. Et la série Papyrus, c'est une des nombreuses séries qui est réalisée dans des studios de Pyongyang. Et pourquoi ? Parce que pendant des décennies, les artistes sont devenus des maîtres du cartoon sans le savoir, en animalisant l'autre pour des raisons raciales. Donc des fois, il y a des petites histoires assez amusantes. Hein. D'accord, oui, c'est des évolutions curieuses. D'accord. Très bien. Est-ce que tu vois une chose à ajouter sur la Corée du Nord ? Oui, beaucoup de choses, mais là, comme ça... Il y a quand même quelque chose qui m'intéresse, c'est sur l'histoire de l'ascendance. Si on peut revenir donc, sur ce classement... En fait, donc ça introduit une responsabilité collective, enfin familiale, en fait, finalement. Est-ce que tu sais, il remonte à quoi ? À la génération d'avant, sur un moment, ce classement d'ascendance, ou il remonte plus loin ? Est-ce que tu sais ça ?
l'ascendance par rapport à la responsabilité Ouais, collective, le classement dont tu parlais tout à l'heure. Ah, je sais pas jusqu'à quel niveau ça va, mais il y a de toute façon, cette ascendance, elle a lieu à tous les niveaux, y compris au niveau dynastique. C'est ça quand même qui est frappant. On a quelque chose qui ressemble plus ou moins à une monarchie. Et il faut savoir, et là où on voit l'influence des anciens régimes, et on voit que la rupture, on n'est pas dans la table rase marxiste-léniniste, c'est que les chefs d'État ont, à bien des égards, des attitudes monarchistes. On sait par exemple que Kim Jong-il écrit souvent des édits en calligraphie. Hein, ça, les chefs d'État le font. Mao écrivait aussi de sa main. D'ailleurs, c'est drôle parce que la révolution culturelle a éclaté comme ça. Les gens, il avait laissé ce Da Zi Bao, donc cette grande affiche murale à l'université de Chine, et c'était écrit simplement feu sur le quartier général, sans signature, et les étudiants ont reconnu la calligraphie de Mao. Kim Jong-il écrivait ses calligraphies à l'encre rouge, ce qui est traditionnellement la couleur des édits royaux dans l'ancienne Corée. Ou bien, quand Kim Il-sung est mort, il y a eu 3 ans de deuil qui ont malheureusement coïncidé avec la famine, avant que la succession du pouvoir se fasse. Pourquoi 3 ans? Parce que c'était la tradition royale. Et on a considéré, après sa mort, que son fils Kim Jong-il était le chef de l'État, mais que Kim Il-sung, même mort, continuait à régner à titre symbolique comme une espèce de roi fantôme, ce qui nous paraîtrait complètement farfelu. Mais en gros, il y a le dépositaire effectif du pouvoir qui est le fils, mais ensuite, il y a les mânes du père qui continuent de diriger l'État. Et pour te donner un exemple tout à fait pratique, j'ai fréquenté en Suisse les milieux des sympathisants de la Corée du Nord, qui est une association, si je me rappelle bien du nom, qui est l'association d'amitié helvético-nord-coréenne pour la réunification pacifique de la Corée sous l'égide du Nord socialiste. Un truc comme ça, c'est un acronyme qui a ses locaux à Berne, donc dans la capitale, c'est l'ambassade, où on faisait des repas, des conférences, des fêtes, même très, très sympathiques. Et alors bon, c'est un tout petit milieu ultra marginal de Suisse, on va dire d'idéologues partisans de la Corée du Nord. C'est une association d'ailleurs assez semblable à celle que fréquente Alain Soral, et ce qui l'a amené d'ailleurs à faire ce voyage. On y va pour des raisons un petit peu ethnologiques, de curiosité. Et là, ces gens-là sont tellement endoctrinés, c'est un endoctrinement volontaire, bien sûr, ce sont des Suisses ordinaires, que quand ils font un discours, en général c'est en allemand, puisque c'est la langue dominante, ils font un discours en allemand sur la Corée du Nord, et à chaque fois qu'ils citent le nom d'un des 3 dirigeants, ils s'arrêtent de parler quelques secondes pour laisser aux spectateurs, aux gens présents, le temps de tourner leur regard vers un des 3 portraits qui ornent le mur de l'ambassade. C'est les 3 portraits des chefs, donc Kim Il-sung, Kim Jong-il et Kim Jong-un. Et c'est une tradition qui est très étonnante, mais qui rappelle dans l'armée suisse, par exemple, quand on dit votre nom, recrue l'épée, même il faut interrompre l'officier au milieu d'une phrase pour dire présent. Ça n'a rien à voir, c'est un réflexe pavlovien. Oui. Tu as ton nom, tu dis présent. Là, c'est pareil. Quand on dit Kim Jong-un, l'orateur doit s'interrompre et le public doit regarder le portrait et ne pas se tromper, parce que c'est une signe de déférence qui est presque alors là de l'ordre du cultuel, du religieux. Donc ça montre bien cette idée d'ascendance, de tradition, d'un caractère, d'un régime à la fois moderne dans le moment où il est apparu, mais qui s'inscrit dans le temps long, et que c'est pas vraiment l'individu qui compte, c'est la lignée. Oui, ça pour le coup, ce poids de l'ancien, c'est vrai qu'on peut le retrouver en un sens finalement avec ses portraits de Mao, avec cette omniprésence encore actuelle de Mao. Oui, qui est un fétiche. Les chauffeurs de taxi en général, assez souvent, quand même, nous on a un petit sapin odoriférant. Eux ils ont un portrait de Mao. Et souvent, alors certains c'est par sympathie, mais beaucoup en fait c'est plutôt un porte-bonheur. Je dis je conduis toute la journée, j'aime bien voir Mao, parce que ça m'évitera de faire des accidents de voiture. Ou comme dans les dojos des différents arts martiaux asiatiques, où généralement il y a quand même le portrait du fondateur. Ce qui n'est pas le cas, enfin ça en Occident c'est quelque chose qu'on n'a pas le portrait de Macron, du fondateur, non mais même du fondateur de telle ou telle discipline, a fortiori sportive, dans les endroits où on s'entraîne. C'est vrai, alors c'est peut-être une particularité asiatique. Donc on a quand même ce lien, oui en effet, de l'héritage, et puis ce que tu disais sur les mânes qui sont là finalement. Après je ne sais pas en quelle mesure c'est quand même moderne au sens du XXe siècle, c'est le siècle des images. Alors on sait qu'il y a eu une statuaire antique depuis toujours, mais vraiment le XXe siècle, et là c'est là que sont arrivées les révolutions communistes, ça a intensifié le culte de la personnalité pour des raisons techniques liées à l'imprimerie, liées à la photo. Pour la petite anecdote, c'est au cours de la révolution communiste qu'est apparue en Chine la statuaire du buste.
Avant, on avait des statues en pied. Et quand des Chinois allaient par hasard dans un musée européen voyant des bustes, ils trouvaient qu'il y avait un côté gore. Qu'est-ce que c'est que ces gens qu'on coupe au niveau des épaules? Et celui qui a popularisé la statuaire du buste, c'est un artiste chinois qui avait fait beaucoup d'études en Europe, c'est Chang Chongzhen, qui n'est autre que le Chang de Hergé, hein, l'ami qui l'a représenté dans un personnage du Lotus bleu. Et lui qui n'était pas spécialement proche du régime, mais il a popularisé ça et le régime s'en est emparé et maintenant il y a plus de bustes à Pékin qu'à Rome peut-être. Donc tout ça c'est lié à la fois au culte de la personnalité propre à des régimes autoritaires, mais aussi à la modernité et au siècle de l'image. D'accord. Très bien. Est-ce que tu peux redonner les références de ta brochure? Alors donc voilà, le titre c'est donc Socialisme asiatique, l'Orient est-il toujours rouge, hein, avec des textes respectivement qui s'intéressent à la Chine et à la Corée, aux éditions des Livres Noirs, qui est donc, pour rappel, cette maison d'édition qui a été lancée autour de la revue Rébellion. C'est le premier numéro de cette nouvelle collection, il coûte 6 € je crois, et à noter qu'il y a déjà un deuxième volume qui est sorti de mon camarade Danny Collin, je n'ai plus le titre exact, mais qui parle de l'Afrique et notamment de la jonction dans les combats anti-impérialistes entre l'Afrique et l'Europe. D'accord. D'ailleurs, je crois que tu le disais, tu vas dans le prochain numéro de Rébellion, a priori. Voilà, je ne sais plus quand il sort. On parle beaucoup de la Corée du Nord dans le prochain numéro. Il y a un entretien que j'ai réalisé avec un de mes compatriotes qui s'est rendu en Corée du Nord et qui parle de ce qu'il a vu, et aussi un long article que j'ai écrit sur le cinéma nord-coréen, notamment le cinéma réaliste socialiste qui m'intéresse beaucoup. Ouais. D'accord. Moi, je compléterais ce conseil de lecture avec un petit livre. Là, c'est pas une brochure, c'est un petit livre. Écrit par un monsieur qui s'appelle Hervé Denès, ça s'appelle Douceur de l'aube, et c'est sorti chez l'Insomniac. Alors l'Insomniac est une petite maison d'édition d'ultra-gauche, hein, je crois qui publie des choses depuis maintenant une vingtaine d'années. Et Hervé Denès, en fait, est un des premiers sinologues, on va dire. C'est quelqu'un qui est encore vivant, je crois. Qui en gros a accédé à la Chine au début des années 60. Il y était au milieu des années 60, ils étaient peu nombreux à l'époque. Il y était parti comme traducteur, enfin comme étudiant, mais parce que sur un quiproquo un petit peu, la Chine finalement l'avait accepté. Il y a passé, comme toi, un an. Et du coup, dans ce petit récit, alors il n'est jamais revenu dessus parce que ça a été un peu c'est pas un bon souvenir. Il est tombé amoureux là-bas d'une jeune chinoise qui finalement à l'époque c'était quand même très très mal vu, et elle a eu à subir les foudres de cette relation amoureuse. Donc c'est vrai qu'il n'en a pas gardé un bon souvenir, et donc il a gardé ça pour lui pendant des années. Puis l'année dernière il s'est décidé à mettre ça sur papier. Et ça fait un petit livre sur ce qu'il a connu de la Chine au milieu des années 60, qui est vraiment très intéressant. Donc avant la révolution culturelle, hein, je crois qu'on est en 65-66, et il est parti justement de Chine juste avant le déclenchement de la révolution culturelle. Et du coup, ça donne un regard vraiment très aigu sur ce que pouvait être la Chine il y a en gros 40 ans. En pleine période maoïste, et quelque chose qui n'est pas, pour le coup, qui n'est pas simplement qui n'est pas du tout ces récits de voyage qu'ont pu ramener les maoïstes français de l'époque, qui lorsqu'on les relit sont complètement délirants. C'est d'autant plus rare parce que, comme tu dis, sur un quiproquo, ça permet d'avoir un regard autre que celui des voyages autorisés. Tout à fait. Donc en te remerciant. C'est moi qui te remercie. Oui, et en espérant te revoir bientôt pour autre chose. Avec plaisir. Merci David, et puis comme d'habitude, à l'abordage et pas de quartier.